Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie. Et Steve Noël. Et nous sommes les Deux Pions. Et aujourd'hui, c'est notre Deux Pions en vrac, volume 2. Eh oui. T'es-tu prêt, mon Steve? Oh, je suis prêt. Installez-vous confortablement parce qu'on a 6 jeux à vous présenter aujourd'hui. Je fais 6 en montrant 5, mais 6 jeux à vous montrer. C'est ça. Et on va jaser de ça dans une atmosphère détendue. Nous, on boit. Yes. Buvez ce que vous voulez. Je sais que la plupart des gens boivent du café. Moi, je suis à l'eau. Je suis toujours à l'eau. Je ne bois pas de café. Mais ça ne m'empêche pas de... D'habitude, je suis au café, moi, puis là, je suis à l'eau. C'est rare. Tu ne dois pas filer certains. Hey, puis Steve... Non. Juste avant qu'on commence notre En vrac volume 2, je voulais prendre quelques secondes importantes pour moi pour vous présenter ma dernière acquisition ludique. Et tu n'es pas au courant, mais je te le montre tout de suite. Peut-être que tu vas avoir de la misère à voir, mais nos auditeurs vont peut-être le voir. Alors, je me suis acheté je l'avais vu. Un magnifique T-shirt qui dit I read the rules so you don't have to. Qu'on pourrait traduire... Ça, j'aime ça. Ouais. Ça, j'aime ça. Qu'on pourrait traduire par je lis les règles, fait que vous n'avez pas besoin de le faire. Respect. Yeah. Parce que c'est une job, hein, on va se le dire, Steve, là, c'est une job lire les règles. Écoute... Oui, surtout, tu veux jouer rapidement, tu passes tes règles, puis tu t'en fâches toujours une couple de fois dans les règles. Ça arrive. Puis, tu sais, moi, ça me fâche les gens qui disent « Oh, là, tu l'avais pas dit. » Ouais, hey, regarde, je me tape comme 75 livres de règles par semaine. Donne-moi une chance à un moment donné, tu sais. T'exagères, là, 75. J'exagère, mais pour vrai, ma pile actuellement est vraiment épaisse. Puis, écoute, là, je suis dans Anno 1800. J'ai déjà joué, mais je veux me rafraîchir la mémoire un peu. Puis ça, c'est une autre affaire. Hein. En plus, souvent, il faut relire des règles qu'on a déjà lues parce que la quantité de jeux qu'on a, il faut faire un rafraîchissement un petit peu. Puis c'est une job. Moi, je pense que il manque de respect dans l'univers pour les gens qui lisent les règles de jeu. Ouais. On pourrait se partir. Il y avait comme dans le temps, vu que nous, on est des joueurs de Donjons et Dragons, il y avait le Dungeon Master. Exact. Puis dans les board games, il y a le liseur de règles. Exact. Je pense qu'on devrait se partir un syndicat, syndicat des liseurs de règles, quelque chose comme ça. Ouais. Hey, bref. Puis avoir des petites clauses, là, aucun recours peut être intenté contre le liseur de règles. Nous ne sommes pas responsables des erreurs ou des accidents qui peuvent arriver. Ça. Hey, on a un programme assez chargé pour le En vrac. Puis, tu sais, notre En vrac, c'est notre deuxième volume. Là, on est au mois de février. On va parler beaucoup des jeux qu'on a joués en janvier, décembre. On s'était dit qu'on ferait des En vrac courts. On voulait faire quelque chose de court. Puis finalement, on se rend compte que c'est difficile. Fait que, on a le goût de dire plein de choses. Ben oui, puis il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui nous ont dit, puis on est à l'écoute des gens qui nous regardent puis qui les commentent. Il y a des gens qui nous ont dit, ben voyons les gars, pourquoi vous feriez 3 secondes sur chacun des jeux? Prenez le temps de parler, on aime ça vous écouter. Fait que on s'est dit, au pire, les gens, ils ont des chapitres, ils skipperont, ils passeront où ce qu'ils veulent, Ils l'écouteront en 2 shots? Ben oui, en 2-3 shots, puis il y en a qui mettent ça en podcast puis qui nous écoutent quand ça leur tente, dans leur voiture, en faisant le ménage ou d'autres choses. Fait que là, vous allez en avoir pour faire Québec-Montréal aller-retour. Fait qu'on est crinqués. Exact. On a un gros programme aujourd'hui. On a 6 jeux à parler, à jaser avec vous. Et je vais vous les nommer dans l'ordre pour faciliter votre travail de recherche. Donc, on va parler de Glory, un jeu de chevalier. Et ceux qui ont regardé le coup de cœur du professeur Board Game, vous savez que c'est notre coup de cœur du mois de janvier. On va vous en parler un peu plus en détail. Oui. On a Camelot Off-Season, un jeu qui est dans l'univers de Camelot, mais qui n'est pas du tout une course de chameau. On va vous parler de... Fiez-vous pas à pochette. Non, c'est ça. On va vous parler de Micro Macro Full House, la deuxième version de Micro Macro. On va vous parler de ça. On va parler de Unmatch. Pourquoi on vous parle de Unmatch? C'est un vieux jeu, mais il sort tellement plein d'extensions qu'il y a des choses intéressantes à discuter là-dedans. Puis on veut vous parler un peu du système Unmatch. On va vous parler de Gorinto et finalement Equinox. Donc, c'est un bon programme, ça, Steve? Oh oui, vraiment, vraiment. Je te propose de rouler... Oui, vas-y. Oh oui, vas-y. Ah, ben je te propose de rouler l'intro, puis on commence avec Glory, à moins que tu avais quelque chose à dire avant. Non, let's go, on roule l'intro. Juste comme ça, à quoi t'as joué cette semaine? Tu joues un peu? Ben oui, c'est sûr, on joue tout le temps, faut pas arrêter ça. Cette semaine, j'ai joué à Merv. Hey, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma pile
des opportunités. Hein? On ne parle plus de pile de la honte maintenant, c'est un mot qui est banni, un pile des opportunités. Ça faisait plusieurs mois que j'avais ça, puis j'avais vraiment hâte de jouer parce que le visuel est vraiment incroyable de ce jeu-là, vraiment attirant. Ouais. Je regardais en arrière tout ça, puis en plus, c'était €1, un genre de jeu qui m'intéressait. Je trouvais que ça me faisait penser à plus... Assez solide. Moi, j'ai joué, puis c'était assez solide. Oui, c'est ça. Puis écoute, on a joué à deux. C'est rare que je joue à des jeux à deux, mais là, on a joué à deux, moi puis ma blonde, puis je me suis fait, écoute, défoncer, détruire, annihiler, anéantir. Ah, écoute, c'est oblitéré, c'était épouvantable. Non. T'as manqué une petite règle, là, je suppose. Je le sais pas, mais écoute, dans Merv, en gros, vite, là, tu te promènes autour de la ville, puis où est-ce que tu arrêtes, tu actives tous les bâtiments d'une couleur dans une ligne ou une rangée. Puis je sais pas, ma blonde a dû positionner ses cabanes, ses maisons d'une belle façon, d'une bonne façon, d'une façon optimale, puis elle avait plein de ressources, puis elle a réussi à montrer, une fois que tu as fait ça, tu actives une action qui est en périphérie, si tu veux, de la ville, ouais. Puis tu vas aller monter des choses, chercher des ressources, des trucs comme ça, qui vont te donner les points de victoire, puis elle est allée beaucoup dans la mosquée, puis elle a monté ça jusqu'au plafond. Écoute, elle a défoncé le plafond de la mosquée, elle s'est pris en 2 tours. C'était épouvantable, j'étais là, tabarnouche. Fait que j'en ai arraché, j'ai essayé de rattraper. J'ai rattrapé quand même un peu, là, mais elle a fini avec un score nettement supérieur au mien. Donc, mais ça a été le fun, puis j'avais vraiment le goût de rejouer, là, puis à plusieurs aussi. Fait que, bon jeu, j'ai hâte d'y rejouer, vraiment. Bonne impression. Toi, tu as joué à quoi? Moi, j'ai joué à Pillard de City. Oui, j'ai hâte de l'essayer. Bien aimé ça, tu sais, très... Pillard de la mer du Nord, là, où tu as tes armées, puis tu pilles des villes pour aller chercher des ressources puis faire des objectifs. J'ai adoré, puis j'ai bien aimé le système de cartes où ce que tu crées ton groupe d'attaquants, puis ils ont toutes des habiletés différentes, et puis il y a beaucoup de cartes, beaucoup de personnages. Ouais. Ça m'a grandement impressionné. Oui, puis un jeu avec un beau visuel, puis juste les pièces de monnaie en métal sont écœurantes, ben oui. Avec une face de gorgone, là, ou la méduse. Ouais. Hey, écoute, j'ai trouvé ça, wow! D'habitude, c'est quasiment quelque chose pour pimper ton jeu, là, que tu achètes, puis à part, mais là, tout est dedans. Puis moi, j'ai été surpris parce qu'on dirait que je ne suis pas encore habitué à des petites boîtes. Ouais. Mais c'est comme la collection là, de la mer du Nord puis des royaumes de l'Ouest. Écoute, c'est le même auteur, Shem Philippe, avec son frère qui dessine. Puis c'est la même sauce. Perdu. C'est la même sauce, c'est ça, exactement. Puis mon deuxième jeu, j'ai commencé un Legacy. Oh, wow! Tu t'es lancé là-dedans? Et j'ai nommé Clank. Oh oui! On a commencé Clank Legacy. Ah, là, tu vas triper, tu vas aimer ça. Vraiment, ah oui, on a commencé, on aime ça, mais je dois dire que, bon, moi, c'est mon premier Legacy de ce genre-là. Et déchirer une carte me squeeze le cœur, là. C'est comme, voyons, comment ça, je dois le déchirer? Mais c'est même, tu sais, c'était pas mon jeu. Puis c'est drôle parce que je regardais, j'ai joué avec Fanny, puis je regardais son visage quand je déchirais la carte, puis elle faisait mais écoute, on tripe, puis on aime ça. Steve, je te comprends très bien parce que je suis passé par là, puis je vais faire une analogie peut-être boiteuse, mais c'est comme la première fois que tu fais l'amour. On était à Saint-Valentin. Oui, c'est ça, exactement. Écoute, ça te marque à jamais la première fois que tu déchires une carte, comme la première fois que tu fais l'amour, mais à un moment donné, tu viens habitué, puis tu viens quasiment blasé. Non, pas moi. Bon, changeons de sujet. On dérape. Hey, mais tu vas triper, Clank. Puis écoute, on est en vrac, puis j'ai peinturé toutes les figurines. Fait que je vais prendre le temps de filmer ça, puis on pourra rajouter ça peut-être au montage pour vous montrer la belle job de peinture. Faut toujours bien que ça serve à de quoi. J'ai passé tellement de temps à peinturer ça. Mais nous, on l'a tout fait. Le monde qui ne le savent pas, Jeff ne peinture jamais ses figurines de jeux de société. C'est vrai. Il fait juste peinturer il y a une imprimante 3D, il fait juste peinturer ses figurines qu'il imprime, là. Fait que c'est sûr que c'est le manque qui peut leur faire un autre. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est bien, ça doit être la première fois que je fais ça, mais je voulais peinturer le dragon en partant, puis comme je savais qu'on allait jouer plusieurs games, je me suis dit, je vais toutes les peinturer, ça va être plus beau sur le board. Ouais, tu avais fait une belle job, vraiment je te félicite. Merci. Puis tu vas triper, Steve, c'est vraiment le fun. Clank Legacy, là. On a déjà hâte à notre prochaine game. Cool. Êtes-vous juste 2 pour le faire? 3. 3, excellent, super. C'est un bon chiffre, nous aussi on l'a fait à 3. Good, fait que bon, partons notre vrac. On serait prêt pour notre premier jeu en vrac qui va être Glory, un jeu de chevalier. Écoute, un jeu qui est
magnifique, superbe. On en a parlé dans notre coup de cœur du mois de janvier. On a adoré toutes les deux. Oui, ça a été notre coup de cœur du mois de janvier. Donc, vous pouvez voir ça dans la vidéo du professeur Board Game. On en parle rapidement. Mais là, on va prendre le temps d'en parler. Qu'est-ce que tu penses? C'est un worker placement. Hein, on sait, bon, vous commencez à nous connaître. Moi et Jeff, on aime beaucoup ça, worker placement. Puis, il y a un petit... Bon, je dirais pas, c'est pas un engine building, mais on upgrade notre board. Ça aussi, on aime ça. Ben, notre chevalier, oui, c'est ça. Exact, on upgrade. Exact, on upgrade notre chevalier avec notre monture et notre armure. Ouais. Parce qu'on va aller faire des tournois. Eh oui, c'est la partie le fun du jeu. Parce qu'au début, le worker placement, c'est pour te préparer, pour aller ramasser des ressources, ramasser des missions aussi que tu peux faire entre les tournois, des choses comme ça. Mais le gros boss du jeu, la place principale, c'est les tournois. Puis il y a deux versions du tableau des tournois Save. Oui, exactement. Tu en as un où c'est compétitif, où là, tu vas vraiment jouer contre les autres joueurs pour te rendre jusqu'en finale, où il ne doit n'en rester qu'un. Et il y a l'autre partie où si, exemple, les gens n'aiment pas de la confrontation entre joueurs, ben tu joues contre des chevaliers non-joueurs. Exactement. Puis nous, on a joué Save ensemble à ce jeu-là. On a joué à 4 joueurs. Et là, on se demandait un peu, bon, moi, il y avait, tu sais, ma blonde puis mon garçon qui trippe moins un peu quand on se tape sa gueule. Il aime plus des jeux plus tranquilles. Mais on s'est dit, ben là, on va l'essayer quand même. Puis honnêtement, là, ça a été, wow, ça a été vraiment le fun. Puis la différence entre faire un tournoi, là, tu sais, parce que c'est tous des mini-tournois, entre faire un tournoi contre un chevalier non-joueur ou contre un autre joueur, wow, c'est complètement deux choses différentes. Ah oui, c'est deux opposés. Il faut l'essayer vraiment en mode compétitif, je pense, pour avoir la vraie game. Parce que, tu sais, on s'inscrivait souvent contre des chevaliers non-joueurs. Fait que là, on faisait notre combat. Fait que là, il faut que tu fasses 10, admettons. Fait que là, tu roules tes dés, tu manipules tes dés. Tu fais 10, tu le bats, c'est terminé. Il se défend pas, tu sais. Mais quand tu joues contre un autre joueur, là, il va sortir toute sa panoplie d'actions, de bonus, de personnages pour l'aider, pour augmenter ses valeurs, tout ça. Fait que, tu sais, là, tu commences à suivre. Il faut que tu sortes toutes tes ressources, là. Exact. Puis les tournois, dans le fond, c'est des 2-3. Fait qu'il faut que tu en gagnes 2. Puis moi, j'aime le côté d'essoufflement. Parce que toutes les habiletés que tu utilises, tu les récupères pas. Tes engages, exact, qui sont plus utilisables. Pour le tournoi, là. Pour le tournoi. Fait que, tu sais, plus le chevalier se rend loin, ben plus il commence à être épuisé de ses jeux de passé. Fait que t'as raison. J'ai aimé ça, ce petit côté-là. T'as raison, puis c'est vraiment capoté parce qu'au début, tu sais, tu veux monter, fait que tu dépenses quasiment tout ce que t'as, puis là, tu dis, je vais en garder un, je vais en garder un. Puis là, t'arrives à la fin, au dernier combat, t'es tout dérenché, t'as plus rien, t'es là. Puis là, t'es souvent contre un joueur quand t'es rendu à la fin. Mais lui, avec, au moins, il était soufflé un peu. Fait qu'écoute, ça fait un combat de personnes qui en ont vu d'autres avant, mais c'est vraiment le fun. Puis, écoute, côté visuel, le jeu, les illustrations sont il est très écœurantes. Médiéval. Là. Hyper il n'est pas médiéval. fantastique. Non, c'est ça. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien. Puis le jeu est super beau, superbe. Là. J'allais dire superbe puis super beau en même temps. Fait qu'il est super beau. Ouais. Puis tu sais, il est très... Puis tu sais, comme dans l'époque, dans le fond, tu sais, t'as le côté princesse, tu sais, où c'est la princesse qui te donne une rose là, pour te battre. Ouais. T'as le côté foi aussi, parce que c'était très religieux dans ce temps-là. Fait que tu augmentes ta foi qui se trouve être les rerolls. Puis il y a un point qui m'a bien fait... que j'ai aimé, puis que je n'étais pas habitué. Souvent, les worker placement, on a 2, 3 bonhommes à placer, puis là, on en a 6. Ouais. On a 6, puis on n'en débloque pas, hein, Steve, dans ce jeu-là. Il me semble on a 6 pour toute la partie. C'est ça. On a 6 pour toute la partie. Puis, au début, je me disais... tout le temps d'en manquer. Hein? Ouais, mais au début... On veut tout faire. Tu te souviens ce que je disais au début? Je disais, hey, on a donc bien des workers, des travailleurs, ça n'a pas de bon sens. Ça va être, on ne saura plus quoi faire avec à la fin. Hey, oublie ça, là. J'en aurais pris 6 autres à tous mes tours. Il y a tellement de stock. C'est ça. C'est hot. Mais non, je pense qu'on a bien trippé. Puis j'ai fini avant-dernier, dans la partie qu'on a joué. Puis j'étais quand même assez loin là, de... C'est Philippe qui a gagné, Steve en deuxième, moi en troisième. Puis Nat pas loin en arrière de moi. Puis j'ai eu du fun quand même. Tu sais, j'ai pas senti c'est poche, je suis déclassé, j'ai pas de chance. J'avais une chance, premièrement. Les tournois font une bonne différence. J'ai senti que je pouvais gagner tout le long de la partie, mais j'ai eu du fun. Fait que ça me dérangeait pas de finir dernier, avant-dernier ou premier. Mais c'est souvent un bon signe d'un bon jeu, je trouve ça. Cette partie, tu as du plaisir, puis tu dis, bon, j'ai pas gagné, mais ça a été cool. Tu sais. Exact.
Puis, il y a les objectifs secrets que j'ai négligés, puis c'est ça qui a causé ma perte, parce qu'il y a plusieurs éléments. Là, mettons, moi, j'avais un de mes objectifs, c'était avoir une armure, puis un cheval amélioré au plus haut niveau. Puis j'ai presque réussi, mais j'ai pas réussi. Il y en a plein comme ça, des missions secrètes, puis ça fait une différence. Faut pas les négliger, là. Puis j'en ai réussi une, puis je pense que t'en as réussi 3. Fait que, il y a quand même une bonne différence de points de victoire à la fin de la partie. Mais rendu là... Moi, je me suis essoufflé d'un tournoi. C'est ça qui Ouais. c'est ça qui me fait mal parce que c'est très payant de gagner contre un autre joueur. Puis souvent, j'ai peut-être trop investi contre ceux qui étaient un peu moins payants. Puis ça me mais en même temps, tu as fini très près là, de Philippe. Ouais, non, ça a été une belle partie. Donc, au final, Steve Glory, un jeu de chevalier, je pense que c'est un bon coup de cœur pour nous deux. Si vous aimez les jeux qui ont une belle ambiance, pas nécessairement un euro, là, où tu peux tout calculer, il y a un peu de chance avec les dés, mais un jeu le fun, un jeu amusant, c'est bien. Un bon worker placement. Oui, exactement. C'était ça pour Glory. Donc, notre prochain jeu qu'on va discuter, c'est Camelot Off-Season. Et je dois dire que... j'ai la boîte qui est juste ici. Montre-nous ça. Et j'ai rejoué. Oui, je dois dire que c'est un jeu qui fait jaser un peu parce que Camelot, c'est un titre à succès. On en a parlé, Steve, dans notre vidéo des meilleurs jeux d'introduction qui est même pas peut-être paru, peut-être pas paru. Il est en montage actuellement au moment où on enregistre cette émission-là. On va voir lequel va paraître entre les deux. Mais c'est un jeu qui est très populaire auprès des joueurs. C'est un jeu, Camelot, c'est un jeu qui est facile d'accès, qui est le fun. T'sais, on parlait de Glory, mais Camelot, c'est un jeu aussi qui a une ambiance vraiment amusante. Là. Ah oui, juste le côté BD de tout le côté artistique, Exact. Il était immersif. En tout cas, je l'ai fait découvrir à d'autres personnes. J'ai joué quelques parties, puis ça l'a fait l'unanimité. Exactement. Puis là, Camelot, il y a eu une réédition, puis on fait un jeu dans le même univers. Mais là, on va tout de suite vous prévenir, hors saison ou off-season, c'est pas du tout le même jeu de Camelot. C'est juste dans le même univers. Il y a un chameau qui s'empile, là, mais il n'y en a rien qu'un. Fait qu'il n'empile pas sur grand-chose. C'est juste que tu es le premier joueur. C'est juste un marqueur de premier joueur. Donc, le reste du jeu, c'est complètement différent. Steve, tu pourrais peut-être juste nous expliquer vite, qu'est-ce qu'on fait dans Camelot? Donc, Camelot, dans le fond, c'est que là, on est des marchands. Nos chameaux servent à transporter notre marchandise qu'on veut aller vendre au marché. Et ce qui est intéressant, c'est un jeu, il y a un petit peu d'enchère où ce que là, on va tout miser pour être le premier joueur, pour aller chercher des ressources et les placer sur nos chameaux. Dans le fond, on a 5 chameaux et il y a 5 ressources différentes. Et la petite twist dans Camelot, c'est que chaque chameau a comme une force, autrement dit, un nombre de cartes qu'il peut transporter. Fait que lorsque tu vas placer les ressources sur tes chameaux, tu peux pas avoir plus de cartes que la force du chameau. Et tu peux pas mixer les ressources non plus. Exactement. Quand tu commences à charger des tapis sur un chameau, il va charger des tapis jusqu'à ce qu'il y ait décharge puis qu'il y ait vente. Puis il n'y a pas un autre chameau qui va l'aider. Non, c'est ça. Puis juste pour l'histoire, parce que moi, je suis un gars qui aime bien les histoires derrière le jeu. Dans le fond, l'histoire de Camelot hors saison nous dit qu'est-ce que les chameaux de course font en dehors des saisons. Bien, ils transportent des marchandises. C'est ça qu'ils font. Exactement. Donc, et c'est là qu'on va, après ça, un coup qu'on a commencé à charger nos chameaux, on s'en va au marché et on vend, mais on peut juste vendre j'allais dire un chameau, mais la cargaison d'un chameau. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, c'est ça qui arrive. Fait que là, quand on retourne au marché pour rechercher de la marchandise, plutôt, ben là, si tu as un chameau qui est déjà chargé et si tu dépasses le nombre de cartes que le chameau est capable, tu perds toutes les cartes du chameau. Ça fait mal, ça fait mal. Fait qu'il y a beaucoup de je veux jouer en premier, je veux avoir le premier choix, puis il y a des cartes qu'on ramasse, les cartes qu'on ramasse au centre de la table, il y en a des visibles, il y en a des cachés. Fait que des fois, tu prends des chances. Est-ce que je vais ramasser un tapis de plus qui va faire que mon chameau va s'écrouler parce qu'il y a trop de marchandises puis je vais tout perdre? Fait que c'est quand même... Puis il y a des petites habilités selon le marché où ce que tu vas chercher tes marchandises. Exact. Fait qu'il y a un petit push your luck. Vous comprendrez que tu vas chercher la marchandise cachée. Est-ce que je vais avoir une ressource que je veux pas? Donc, la petite prise de risque. Oui, prise de risque, là, effectivement. C'est bien le fun. C'est un jeu qui se catégorise dans tant qu'à moi, là, dans la section des
filler jusqu'à peut-être au début du moyen. C'est un jeu qui n'est pas très lourd, qui n'est pas très long à jouer, peut-être 45 minutes, 1 heure maximum. C'est un jeu qui est très simple. Là. Ça s'apprend, écoute, encore un style de jeu 1, 2, 3. Là, tu mises, tu ramasses une chose, tu charges tes chameaux, puis tu vas vendre ta marchandise pour faire le plus d'argent possible. Donc, c'est très, très simple, c'est facile d'accès. Ça joue jusqu'à 5 joueurs. C'est un jeu intéressant. Je pense que c'est un jeu qui va chercher un créneau intéressant puis différent de son grand frère Camel Up. Puis moi, tu sais, puis il fait... c'est le genre de jeu que même un joueur aguerri va aimer, va avoir le goût. Moi, en tout cas, j'ai eu du plaisir. J'ai eu quelques parties, puis j'ai eu du plaisir à y jouer à chaque fois. Là, puis tous les gens autour de la table aussi. Je pense que vraiment ce que les gens aiment, c'est le gambling des chameaux. Je pense que c'est ça qui est vraiment trippant dans le jeu. Oui, puis on ne le dira jamais assez. Les jeux simples qu'on peut catégoriser dans les jeux d'introduction, les gateway games qu'ils appellent, quand ça plaît aux joueurs expérimentés aussi, c'est toujours un succès, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. On veut que ce soit simple pour les nouveaux, mais on veut que ce soit le fun pour les joueurs expérimentés. Je sais pas, est-ce que tu penses qu'il y a un préjugé sur les jeux gateway? Est-ce que tu penses que parce que tu es aguerri, tu t'es porté à avoir moins d'intérêt sur ce genre de jeu-là? Tu vas avoir de quoi qui drive plus? C'est sûr que dans une grosse soirée de jeu, avec des joueurs expérimentés, tu vas avoir tendance à sortir des gros jeux. Tu vas sortir Merv, tu vas sortir Orléans, tu vas sortir des choses qui ont un peu de viande autour de l'os. Puis là, de temps en temps, il reste, mettons, 1 heure, puis tu veux pas quelque chose de trop lourd, tu vas sortir ce genre de jeu-là. Je dirais pas un préjugé, mais plus comme un penchant naturel vers les jeux un peu plus intenses. Puis je te dirais, là où ça va faire la différence, par exemple, dans nos soirées de jeu où on est tous des joueurs expérimentés, qu'est-ce qui va faire qu'on va sortir un filler ou un petit gateway, un jeu plus simple, plus qu'un autre? Bien, c'est là où ça fait la différence. Ceux qu'on sort, nous, moi, je considère que c'est les meilleurs jeux gateway ou les meilleurs fillers parce qu'ils nous intéressent encore, même avec toute l'expérience qu'on a. Fait qu'il y en a des jeux qui sont excellents qui sont très bons pour initier les joueurs, mais qui s'essoufflent un peu plus vite puis qu'on a moins le goût de rejouer. Bien, c'est quand même, c'est pas des mauvais jeux, mais c'est sûr que dans ma collection, à moi, où j'ai beaucoup de choses, je vais garder les jeux que je vais ressortir encore, même si on a beaucoup d'expérience. Ouais. Puis je suis un peu d'accord parce que moi, je dirais que je me rends compte que je joue plus souvent avec des gens qui ont plus de misère avec les gros jeux, tu sais, ça les intimide plus, fait qu'ils ont tendance à vouloir jouer des jeux plus rapides. Là, vite, je pense à ma conjointe. Fait que on a besoin dans une ludothèque de ce genre de jeu-là. Puis quand que tout le monde peut y tirer leur compte, je pense que c'est bien. Exact. Puis je l'ai toujours dit, là, dans une ludothèque, là, ce qui est le fun, c'est de ne pas avoir le même type de jeu. C'est d'essayer de diversifier sa ludothèque sur le nombre de joueurs, la durée, puis la difficulté des jeux. Fait que moi, en tout cas, ça a toujours été mon objectif. Fait que comme ça, quand je reçois des gens, si c'est des joueurs expérimentés, moi, leur sortir un Lacerda. Si c'est des joueurs que c'est la première fois qu'ils jouent, je vais peut-être sortir Seven Wonders Architect, par exemple. Là, donc, ça prend un peu de tout pour plaire à tout le monde. Good! Hey, sur ça, on passe à notre 3e jeu qu'on voulait présenter aujourd'hui, qui est Micro Macro. Full House. On a chacun une boîte, moi et Steve. Steve a Full House et moi j'ai Crime City. Donc ça, c'est la première édition, la première version du jeu. Un jeu vraiment unique qui a été nominé. Et je me souviens pas s'il a gagné. Je pense qu'il a gagné, là, mais où il est nominé. En tout cas, ou nommé. Ouais, nommé. Je suis encore dans l'ancienne nomenclature. Écoute, c'est un jeu qu'on a vraiment trippé en famille ici, un jeu d'enquête avec une grande carte en pas en 3 dimensions, mais en noir et blanc, avec plein de petits détails, un peu à la Où est Charlie. Donc, nous, on a joué beaucoup à la première version, puis Steve a joué à la deuxième. Ben, j'ai essayé les deux, moi. Tu as essayé les deux. J'ai pas eu la chance d'essayer l'autre. Par contre, j'ai lu les règlements là, de Full House. C'est vraiment le même jeu, mais dans une nouvelle carte avec des nouveaux scénarios. Ça, exactement. C'est en plein ça. Oui, vas-y. Non, je t'écoute. Hey, c'est à ton tour, là. Je parle tout le temps. Fait que, pour ceux qui ne le connaissent pas, comme on a dit tout à l'heure, c'est une grande carte et
on a comme plein de petits paquets qui est comme des petites mini-histoires où ce qu'on est comme des enquêteurs, puis on doit savoir ce qui se passe dans notre ville. Et là, on nous demande, exemple, de repérer une chose particulière. Donc, un que j'ai en mémoire, exemple, un chat dans un arbre où un pompier est en train de l'aider. Fait que là, ça se trouve dans le nord-est de la ville. Fait que là, on cherche, OK, il est là. Puis là, c'est bon, on l'a trouvé, on tourne la carte, puis là, on voit, ça continue l'histoire. Et là, on passe à la carte suivante. Et là, on apprend, par exemple, que le pompier, c'est un héros, puis qui est dans un incendie, puis il s'est passé de quoi? Il y a quelque chose qui a déclenché ça. Fait que là, on part, puis on cherche où l'autre incendie, puis on essaie de trouver des indices sur la carte, qu'est-ce qu'il a fait là. Puis, il peut y avoir des genres de déplacement de personnages, que dans la carte, on le voit, le bonhomme, il est là. Oh, OK, il apparaît là, ça veut dire qu'il a marché jusque-là, et ainsi de suite. Donc, on voit toute une histoire qui s'est passée à travers la carte. Vraiment. Fait que c'est vraiment unique comme jeu. J'ai vraiment trippé. Vraiment unique. Puis, écoute, ça accroche les plus jeunes, entre autres. Là. Je dis pas que ça accroche juste les plus jeunes, mais moi, chez nous, là, ma plus jeune, elle a capoté sur ce jeu-là. Elle adorait ça. Elle voulait faire un après l'autre les scénarios. Puis, c'est vraiment, c'est le fun quand tu réussis à trouver les indices, puis à finir par trouver finalement le coupable ou la cause du crime, ou peu importe, l'arme du crime. Ouais. C'est le fun. On est, ouais, on l'a trouvé, puis là, on en fait un autre, OK, on repart. Puis c'est bien fait parce que effectivement, tu as tout le déplacement des personnages dans la carte. Fait que tu peux tout suivre leur déplacement, qu'est-ce qui s'est passé, qui ils ont rencontré. Là, ils ont rencontré une autre personne, il faut que tu la suives. Fait que là, tu te déplaces. Puis la carte, c'est en noir et blanc, mais la carte est les dessins sont vraiment super. Qu'est-ce que tu penses, Steve, du choix du noir et blanc dans la carte? Pourquoi pas en couleur, par exemple? Ben moi, je pense que ça permet de mettre plus de détails. Tu perds pas l'histoire dans le décor. Fait que moi, je pense que c'était un très bon choix de le mettre en noir et blanc. Une ligne, c'est pas de dégrader rien, vraiment juste une ligne qui fait le personnage. Fait que je trouve que ça te permet de ne pas perdre. Mais où est Charlie? Détails. Mais Steve, attends un peu. Là. Où est Charlie? C'est en couleur, ça. Puis il me semble que c'est super mais sauf qu'ils ont mis le personnage d'une couleur plus distincte. Fait que moi, je trouve que où est Charlie, c'est d'essayer de repérer la couleur du personnage avec son chandail rouge et blanc. Là, là c'est autre chose, à mon avis. Ben moi je serais curieux de le voir en couleur. Premièrement, en couleur, la map est super belle, les illustrations sont belles, mais si c'était en couleur, il me semble que ça ressortirait encore plus, ça serait intéressant. Ouais. Mais je trouve que les bonhommes sont tellement petits qu'il y aurait de l'air tout pareil. Parce que là, tu t'aperçois, lui, il a un petit nez pointu comme un nez de bonhomme de neige. Lui, il a comme un petit chapeau. Puis je trouve que ça permet de donner plus de détails à un petit personnage. Moi, je pense que de la couleur, les personnages auraient de l'air tout pareils. C'est l'impression que j'ai. Ben, c'était intéressant, mais je te dirais, là, ils sont tous blancs. Ils sont tous de la même couleur. Oui, mais c'est là que tu peux voir les détails du petit personnage qui ressort. Peut-être. Écoute, c'est un choix intéressant, puis je serais curieux de parler avec les auteurs du jeu, Ils ont dû essayer certains de mettre de la couleur. Ben, c'est ce que je me demande. Je me demande si ça a été vraiment un choix volontaire ben, c'est sûr que ça a été un choix volontaire, mais je veux dire, un choix réfléchi de dire, on pourrait mettre de la couleur. Non, ils ont été obligés. Non, mais tu sais, peut-être qu'ils l'ont peut-être bien essayé. On dit on pourrait mettre de la couleur, mais finalement, non, ça nuit à la lisibilité du jeu, donc on va le garder en noir et blanc. Regarde, je suis vraiment intrigué de savoir ça. C'est une question qu'on pourrait poser à Johannes Sitch ou Sitch. Je ne saurais dire, l'auteur du jeu, qui pourrait probablement nous le dire. Mais bref, comme jeu simple, familial, différent, intéressant, un peu à la Unlock. Tu sais, moi, ça me fait penser à des jeux Unlock qui te sortent un peu du classique jeu de société, qui te font faire d'autres choses. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis que vous achetez... À conseiller. Ça prend ça dans une ludothèque, à mon avis. Oui, puis que vous achetez... tu vois, c'est écrit, Jeff, pour répondre à ta question. Yonga. As d'or, jeu de l'année, Cannes 2021. Je le savais. Je savais que je les avais vus gagner quelque chose. Puis que vous achetez Crime City ou Full House, c'est la même chose. En fait, c'est d'autres scénarios, une autre carte. Fait que si vous avez trippé sur Crime City, achetez Full House. Si vous avez trippé sur Full House, achetez Crime City. Ça va être la continuité. Moi, ce que j'aimerais... J'allais dire que c'est un jeu, par contre, un coup que tu l'as passé, ben ça revient. Fait que c'est un jeu qui se transmet bien. Toi, tu l'as passé, c'est bien. Tu le prêtes à un ami ou Tout à fait. Puis lui va pouvoir le faire. Puis il n'y a pas de legacy de déchirage, rien. Non. Tu remets ça dans les enveloppes, puis ça reste très clean. Puis moi, ce que j'allais dire, Steve, c'est que j'aimerais ça pour leur troisième jeu qu'ils vont faire dans cette série-là. Peut-être qu'ils arrivent avec des choses nouvelles, des choses différentes. Tu sais, dans Full House, je m'attendais peut-être qu'il y ait une twist différente de plus ou de moins. Puis c'est quand même les mêmes règles, la même base, le même jeu.
Ce serait bien peut-être pour leur troisième, voyons, je cherche un mot, là, puis il ne me vient pas. En tout cas, leur troisième volume là, qui nous arrive avec une petite surprise, un petit élément de plus là, pour. Ouais, ben, je pense qu'il y aurait de la place à ça. Là, on pense juste à des cartes où ce que tu passes une affaire rouge dessus pour voir apparaître certaines choses. Ben, hey, c'est une mot, t'as dit de bonne idée, ça. Tu devrais contacter l'auteur du jeu, Steve. C'est déjà fait. Je pense que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de très, très bien, effectivement. Écoute, il y a de quoi à faire, mais c'est un concept super intéressant qui risque peut-être d'être exploité dans le futur. Donc, ça, c'était Micro Macro Full House ou Crime City, peu importe, Micro Macro. Ouais. Un jeu qu'on vous recommande fortement, que vous allez aimer. Et là, Steve, on s'en va dans quelque chose, d'un jeu qui est paru depuis déjà un bout de temps, mais qui sort des extensions et des extensions beaucoup. On va vous parler du jeu de base, puis on vous dira qu'il existe plusieurs extensions. Et je parle de Unmatch. Unmatch, la bataille. Cela, c'est le combat de légende, volume 1. Steve, je crois que tu as Cobble and Fog chez toi. Donc, il en existe plein. Hein. C'est ça. Il y a le Bigfoot contre Robin des Bois. Il y a toute la gang de Buffy, Vampire Slayer. Il y en a un qui... On voit qu'il y a une thématique télé, là. Ouais, oui, c'est ça. Puis il y en a un là, qui va sortir là, un autre gros volume comme ça avec une deuxième version de héros. J'ai oublié c'est lesquels, mais au pire, on vous le mettra en montage. Mais écoute, je veux en parler parce que moi, c'est un système de jeu que je trouve très, très intéressant, très original aussi, que j'ai aimé. Un jeu, on va s'entendre tout de suite, c'est un jeu idéal à 2 joueurs qui joue à 4 quand même et à 3 aussi. Je l'ai essayé, c'est intéressant. À 4, je pense que c'est 2 ou 4 les meilleurs comptes. 3, c'est un peu spécial parce que tu te ramasses avec des équipes débalancées. Mais c'est un jeu d'affrontement. Donc, en partant, si vous n'aimez pas vous taper sur le nez, c'est peut-être pas un bon jeu pour vous. Mais si vous aimez ça et vous voulez un système intelligent, c'est le temps. C'est quoi la particularité d'un match? C'est que vous allez chacun choisir un héros de légende. Mettons, par exemple, ici, j'ai la Gorgone contre peut-être Simbad ou contre Arthur. Vous allez peut-être avoir un sidekick, un ami ou un partenaire avec vous, comme par exemple Arthur vient avec Merlin. Et vous allez placer ces jetons-là sur le plateau, un plateau qui est tout petit, qui est très simple, qui est très épuré, dans lequel il y a des cases où vous allez pouvoir vous déplacer. Puis l'autre joueur va faire la même chose. Vous allez avoir chacun un deck de cartes unique, avec vraiment des cartes qui sont propres à votre héros. Il n'y a rien de commun là-dedans. Et à chaque tour, vous allez déplacer vos personnages, vous allez piocher des cartes, puis vous allez attaquer l'autre joueur. Donc, vous allez choisir des actions là-dedans. Vous ne pouvez pas tout faire ça, mais vous allez choisir certaines actions dans votre tour. Puis l'objectif est bien simple, Steve, c'est d'éliminer l'autre joueur. Ben, j'allais dire péter à gueule à l'autre, mais écoute, de la façon dont tu... C'est trop violent. Ouais, c'est trop violent. Effectivement, on s'entend, c'est d'un point de vue purement ludique, là. Faites pas ça, commencez pas à vous battre autour du jeu, là. Mais c'est juste ça, mais le système de cartes où tu vas utiliser les cartes soit pour te déplacer, soit pour faire les actions, soit pour te défendre, soit pour attaquer, qui sont toutes avec des pouvoirs uniques, très, très spécifiques à votre personnage. Puis chaque personnage a vraiment des compétences, des habiletés, des pouvoirs vraiment uniques et différents, des façons de se jouer différentes aussi. Moi, j'ai bien accroché sur le système de jeu, mais c'est certain, comme je disais au début, ça reste un jeu d'affrontement. Exact. Puis tu sais, il y a quand même... Moi, je pense que ce qui m'a fait accrocher la première fois, ce jeu-là, puis ça rejoint un autre jeu que j'aime beaucoup, un jeu de confrontation avec des cartes. Je trouve que ça l'enlève pas le côté chance, mais... oui, le côté chance. Il y a un petit côté chance sur les cartes que tu vois, mais quand même, tu manipules toutes tes affaires. Exact. C'est pas, bon, mais là, il faut que je roule un 6 parce que là, je vais pouvoir le toucher. Si ta carte le touche, tu touches, puis c'est réglé. C'est ça, puis je pourrais comparer, là, ce que tu dis là, c'est très très bon, puis je vais le comparer à Undaunted, là, Inflexible en français, un jeu qui est un peu dans le même genre, qui est plus deck building, mais où tu as les Américains contre les Allemands, puis tu vas t'affronter dans un scénario de... Super Fantasy Brawl aussi, qui joue ce que tu as ton deck. Oui, mais en fait, là où je voulais en venir, Steve, c'est plus que dans Undaunted ou Inflexible, tu as des dés. Fait que, tu sais, c'est le fun, tu as le même principe des cartes, mais... Quand tu vas tirer avec ton gun sur l'autre joueur, il va falloir que tu roules un des 10, puis ça se peut que tu roules poche toute la game, puis ça se peut que l'autre roule fort toute la game, puis ça peut venir peut-être un peu être emmerdant, mettons, puis pourrir ta partie si jamais tu roules pas bien, puis l'autre roule bien. Bien, dans
Unmatched, puis je sais que tu vas parler de Super Fantasy Brawl parce que c'est ton jeu préféré. C'est la même chose, il n'y a pas de dés, c'est ça l'avantage. Exact. C'est un jeu avec les cartes, puis tu essaies d'utiliser tes cartes à bon escient du mieux que tu peux. C'est ça. La chance va être surtout sur la pioche, là, tu sais, ce que tu vas piocher comme carte. Mais l'affaire dans un match, je trouve, c'est faut que tu aies quand même excusez l'anglicisme, un learning curve, dans le sens que, à un moment donné, la game qu'on avait joué ensemble, j'avais joué Simbad, je jouais la Méduse, puis j'avais pas compris tout de suite l'utilité des voyages, puis la force que ça pouvait donner à mon personnage principal. Donc, c'est sûr que il y a quand même... chaque personnage s'apprend à jouer, c'est certain. Là. La première fois... C'est ça, il n'est pas si simple que ça, dans le fond. Non, non. Puis ce qui est bon pour lui, parce que des fois, des jeux trop simples, à un moment donné, tu le tasses, mais il y a de quoi apprendre avec le personnage que tu joues. Puis en même temps, les parties vont durer quoi? 15... Mettons, ça peut durer, je dirais, entre 15 et 45 minutes si c'est vraiment un combat long, mais généralement autour de 30 minutes. T'sais. Fait que tu peux jouer une game, tu peux faire un 2-2-3, tu peux jouer plusieurs parties une après l'autre. Puis c'est ça. Puis ce qui est le fun dans un match, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est la diversité des héros que tu peux jouer. Est-ce que tu penses que certains sont plus forts que d'autres? C'est une bonne question. Moi, par exemple, la Méduse, là, je la trouve assez puissante. Je pense que la Méduse, c'est une des fortes. Puis je te dirais les dinosaures, là, voyons pas les vélociraptors. Les raptors? Ouais, les raptors aussi sont assez forts. Mais les chasseurs aussi, je te dirais, ça dépend tellement. Là. Ils ont chacun leur force, leur faiblesse, puis des fois, ça dépend du contexte et tout. Ou ceux qu'on trouve moins forts, c'est qu'on ne sait pas encore tout à fait comment les jouer. Probablement, ouais, exactement. Mais la diversité est le fun, puis c'est ça qui est trippant, puis c'est d'ailleurs un peu le texte descriptif du jeu. C'est comme, tu sais, essayer des combats différents, c'est ça qui est le fun. De faire affronter Alice contre les Raptors, mettons, tu sais, c'est vraiment bizarre. C'est hard. C'est ça, c'est bizarre, mais le système du jeu te le permet. Ça te permet de faire des affaires assez fucké merci, comme on dit en bon québécois. Donc, écoute, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, un système que j'aime beaucoup. Malheureusement, comme c'est un jeu d'affrontement, j'ai de la misère à trouver du monde pour jouer avec. J'aimerais ça jouer beaucoup plus souvent. Moi, j'enlignerais une partie après l'autre. Ça me fait penser un peu à Magic, tu sais, des jeux comme ça, des jeux vraiment d'affrontement. Ou aussi, je pense à Res Arcana, que j'aime beaucoup. Tu sais, tu as des cartes, tu joues, puis tu essaies vraiment de... Res Arcana, c'est sûr, c'est une course au point. C'est moins affrontement. Là, mon exemple n'est pas bon, mais c'est des jeux qui me remettent un peu dans l'ambiance, pareil, de Magic the Gathering qu'on a joué et n'en pu finir, là, tu sais. Ouais, c'est pas des jeux qui sortent facilement, malheureusement. Oui, exactement. Donc, mais écoute, moi, je le recommande. Là, si c'est votre genre, des jeux d'affrontement, si vous tripez sur le fait de faire affronter des personnages différents, un contre l'autre, ça. Ou comme on a dit, tu sais, dans une ludothèque, ça prend de tout. Et voilà, et voilà. Donc, Unmatched. On y va avec notre prochain, mon Steve? Ouais. Le prochain, c'est Gorinto. Oui. Gorinto. Écoute, un jeu qui a l'air de rien, on va se le dire. Là. La pochette est plutôt noire avec un nom écrit en blanc, tu sais, Gorinto. Ouais. On se demande un peu c'est quoi. Écoute, moi, c'est un jeu que je vais tout de suite catégoriser dans la catégorie, que je vais mettre tout de suite dans la catégorie des azules. De la catégoriser. Exactement. dans le style jeu abstrait du genre azul. C'est ça que j'avais dans la tête. Vraiment le même genre de jeu. Écoute, c'est un jeu dans lequel tu as des tuiles qui représentent des éléments. Il y a 5 éléments, si je me souviens bien, que tu vas mettre sur un board. Puis la particularité, c'est que les tuiles s'emboîtent une dans l'autre. Et tu vas placer sur un plateau un genre à la Mahjong un peu, où ce que tu vas empiler en pyramide les pièces, excuse-moi, les tuiles. Puis on va avoir des tuiles sur chacun des côtés. Puis à notre tour, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une tuile, on va la déplacer sur la ligne ou la colonne où elle se trouve, et on va aller chercher d'autres tuiles qu'il y a autour de la tuile qu'on vient de déplacer, mais selon la couleur de la tuile. Chaque couleur de tuile va avoir une façon particulière d'aller chercher les tuiles autour ou dans la ligne ou dans la colonne. Je te donne un exemple. Les tuiles rouges, quand je mets une tuile rouge sur ma ligne, ben, je vais pouvoir aller chercher des tuiles dans la même ligne. Mais si je prends les tuiles d'air, les tuiles mauves, ben, elle va aller chercher sur les 4 coins en diagonale. Fait que chaque tuile, vraiment, puis la tuile de terre, elle va aller creuser dans la pile. Tu vas pouvoir aller chercher les tuiles qui sont empilées en dessous. Puis qu'est-ce que... Puis dans le fond, c'est que tu as des objectifs.
qui te permettent mettons, selon, parce que quand tu vas chercher des tuiles, tu les places sur ton genre de plateau, un peu comme à la Azul, et selon certains objectifs qui sont pigés au hasard, ben là, tu vas faire des points. À toutes les fins de manche. Comment les tuiles vont être placées sur ton plateau et des quantités de couleurs. Exactement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas prendre des tuiles, tu vas utiliser une tuile d'une couleur. Si tu as une grosse pile de tuiles de cette couleur-là sur ton plateau personnel, bien, ça va te permettre d'aller chercher plus de tuiles dans ton tour. Fait qu'il y a comme un espèce de mini engine building là-dedans où plus tu vas ramasser des tuiles brunes, mais plus tes tuiles brunes vont être efficaces et vont te permettre d'aller chercher beaucoup d'autres tuiles. Donc, c'est intéressant. Puis, ce qui est le fun, c'est que les objectifs, il y en a quand même plusieurs. Puis tu prends 2 objectifs au hasard au début de la partie, puis tu joues avec ces objectifs-là pour la partie. On s'entend que ça finit toujours par se ressembler un peu. Ça va dépendre beaucoup de comment tu as empilé les tuiles sur ton plateau personnel, puis combien tu en as ramassé. Donc, c'est un jeu qui est simple, qui s'explique très rapidement. Écoute, c'est pas compliqué à ton tour. Tu prends une tuile, tu la déplaces, tu ramasses des tuiles, tu les mets sur ton plateau, puis tu essaies de faire des points selon les objectifs. Tu joues 4 manches ou 4 saisons, je pense. Et puis, celui qui a le meilleur score à la fin de ces 4 saisons-là remporte la partie. C'est un jeu très simple. Écoute, ils écrivent 30 minutes, 1 à 4 joueurs. Je pense que c'est vraiment pas plus que 30 minutes. Même au début, je me disais, hey, ça sera vraiment pas long. Mais à un moment donné, c'est sûr que tu te mets à réfléchir un petit peu plus pour maximiser tes points, là. Puis c'est un jeu qui est sympathique, qui est un beau matériel aussi. Les tuiles qui s'empilent l'une dans l'autre, c'est bien. Par contre, Steve, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ce qui m'a un peu tanné dans le jeu, c'est que les tuiles s'empilent. C'est positif, c'est intéressant, mais ils s'empilent dans le sac où tu vas piocher tes tuiles aussi. Fait que ça, c'est un peu tannant. Ils sont pas pratiques. Non, c'est ça, parce que tu essaies d'être... Ils sont pratiques sur le board parce qu'ils restent en place, mais ça a vraiment le côté plate dans le sac, parce que là, il faut que tu les défasses dans le sac pour aller chercher une tuile. Parce que tu veux mélanger les tuiles un peu, parce que tu veux pas qu'ils restent empilés, mais ils ont tendance à tout le temps se réempiler. Fait que, tu sais, bon, ça se corrige, là, tu vas les désempiler avec tes doigts, puis après ça, tu brasses un peu, puis tu en ramasses le nombre que tu as besoin pour remplir le plateau, là. Donc, c'est un jeu que j'ai trouvé le fun, j'ai trouvé amusant. Puis je pense que c'est un jeu qui a quand même une certaine stratégie, parce que tu peux bloquer l'autre, puis à 2 joueurs, il y a un système intéressant où tu vas jouer une tuile pour aller chercher d'autres tuiles, mais tu vas aussi en défausser une avant que l'adversaire joue. Fait que là, il y a un élément. C'est ça, il y a un élément stratégique de OK, quelle tuile il a besoin, quelle tuile pourrait l'aider, je vais défausser celle-là. Fait que écoute, un petit jeu, comme on dit régulièrement, un petit jeu intéressant. Un petit jeu. Exact. Moi, il y a une partie qui m'agace un peu plus. Ouais. Je trouve, moi en tout cas, quand j'ai joué contre toi, ça avait l'air d'être moi, mais c'est le scoring. Moi, je trouvais donc ça abstrait. OK, là, c'est celle du milieu. Mais celle du milieu, il faut que tu les mettes en ordre de croissance. Dans ta tête. Là, ouais, c'est ça. Puis là, faut que tu... C'est pas clair. Non, moi, c'est ça. J'ai pas trouvé ça clair. Puis... Mais expliquons clairement, par exemple, un objectif, c'était de scorer 3 fois le nombre de tuiles que tu as dans ta pile du milieu. Mais ta pile du milieu sur ton plateau personnel, c'est pas nécessairement ta pile du milieu quand tu les mets en ordre de croissance, là, tu sais. Donc, du plus petit au plus grand. Fait qu'il faut que tu imagines dans ta tête laquelle est ma plus petite, laquelle est ma deuxième, ma troisième, ma quatrième et ma cinquième pour pouvoir les mettre en ordre puis déterminer laquelle est dans le milieu. Puis là, tu vas scorer 3 fois le nombre de tuiles. S'il y en a 3, tu vas faire 3 fois 3, donc 9 points. Écoute, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, mais Steve, à chaque fois, c'est quoi ma... Il fallait que je les déplace sur mon plateau pour les mettre dans l'ordre. OK, là, c'est celle-là, mon milieu. Puis là, des fois, tu en as 3, 2, 2, 1, pas. OK, là, il faut que je les replace. OK, là, c'est orange. Fait que là, il faut que j'aille chercher du orange. Moi, en tout cas, c'est une affaire qui pour moi, était pas fluide. Fait que c'est sûr que, tu sais, si on le compare avec Azul, pour moi, Azul est encore beaucoup supérieur à Gorinto. Gorinto. Je savais que c'était Gorinthe, mais là, je me rappelle plus la finale. Donc, Gorinto, moi, ça m'a, je vais dire, rebuté, tu sais, que ça soit pas simple, clair. C'est celle du milieu, ben peu importe comment elles sont placées, celle du milieu reste au milieu sur mon plateau, puis j'essaie de jouer avec ça, mettons. Ils sont pas tous de même, là. Les objectifs sont pas tous comme ça, mais oui, effectivement, il y en a quelques-uns comme ça. Mais si tu as quelqu'un tu sais, qui joue avec toi, qui a une bonne orientation spatio-temporelle,
temporelle. Là. Il va t'aider là-dedans, il va replacer ça. Mais t'as pas le goût d'avoir quelqu'un, t'as pas le goût d'une béquille quand tu joues un jeu. T'as le goût de pouvoir voir d'un premier coup d'œil, OK, c'est comme ça, puis moi, c'était pas clair. Mais tu peux les replacer. Je veux dire, ça change rien au jeu quand tu déplaces. C'est ce que je faisais, je rejouais. Ça change rien quand tu déplaces parce que c'est des couleurs, fait que c'est facile de les remettre après ça à la bonne place. Mais c'est sûr que, écoute, c'est peut-être pas simple pour tout le monde, mais ça reste un petit jeu sympathique. Puis il paraît bien sur la table, en tout cas. Il est super beau. Une belle production. Puis on n'en a pas parlé, je vais revenir, mais c'est du quoi? Je remarque que c'est deux jeux, on a parlé là, de Glory et Gorinto, puis c'est deux jeux de Super Meeple. Puis permets-moi de faire une petite parenthèse, Steve, sur Super Meeple, qui est une compagnie de production de jeux de société que j'adore. Ils font que des beaux jeux, vraiment. À chaque fois qu'ils ont repris beaucoup des jeux à succès, puis ils les ont refaits, mais en comme vraiment plus beaux. Moi, je trouve qu'ils font toujours des super belles productions. Puis je pense, entre autres, à Tikal, qui est un des premiers jeux qu'on a joué, puis qui ont refait Super Meeple. Écoute, il est écœurant, là, il est vraiment beau. C'est un jeu qui est beau. Un coup que tu as fini de jouer, tu regardes ton board, il est-tu beau, ce jeu-là, Tikal? Exact. Fait que tout thumbs up là, pour Super Meeple, qui est vraiment une compagnie que j'aime. Quand je vois que c'est un jeu de Super Meeple, pour vrai, là, c'est un incitatif pour moi à aller voir c'est quoi puis à acheter le jeu parce que je sais que ça va être un jeu qui va être super beau sur la table. Après ça, on espère que les mécaniques vont suivre et que le jeu va être plaisant, mais à date, j'ai rarement été déçu. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Good. Et Steve, mine de rien, ça nous mène à notre dernier jeu de ce En Vrac volume 2. Et c'est Equinox. Hey Steve, juste une question avant qu'on passe à Equinox. T'es-tu dans la jungle aujourd'hui? Parce que j'entends des bruits de... Oui. Moi j'aime ça mettre de l'ambiance. Fait que non, j'ai une petite perruche qui est bien primée. Donc, le dernier jeu qu'on voulait parler, Steve, c'est Equinox ou Equinox. Equinox. Moi, j'aime ça, Equinox. Donc, c'est toi qui as la boîte chez toi. On a joué ensemble, mais tu as ramené la boîte. Et c'est l'édition Golem. Oui, l'édition spéciale Golem. Il y a l'édition classique avec l'espèce de chevreuil dessus. C'est le même jeu. C'est le même jeu en passant. Un jeu de Kinesia, qui est un auteur vraiment, vraiment très, très populaire et adoré, qui fait des très bons jeux. Et on a joué à ça, Steve, et peut-être que tu pourrais nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là. Moi, je veux juste dire, parenthèse, j'ai lu les règles, puis tabarnouche que je t'ai mêlé. C'est rare, là, mais j'ai été obligé... J'ai été obligé d'aller voir des vidéos, puis tout, je ne comprenais rien dans le livre des règles. C'était vraiment... En tout cas, peut-être que j'étais fatigué, là. On a beaucoup de livres de règles à lire, puis peut-être que j'étais fatigué, mais je comprenais fuck all. Fait que... Il a fallu que j'aille lire tout ça, puis même quand on a commencé... J'avais déjà joué, fait que j'ai pu réaligner les affaires. Ouais, mais même toi, t'étais un peu mêlé, puis on a comme... Ah ouais, ben là, je savais pas, c'est une nouvelle édition, là. Non, c'est le même jeu. Fait que dans le fond, dans Equinox, on choisit dans la version Golem différents golems qui ont des habiletés différentes dans le haut. Fait qu'on en met, c'est-tu 8? Je me rappelle plus du nom. C'était 8, c'est ça? Je confirme. Et dans le fond, on va miser sur des golems qui vont se rendre jusqu'à la fin. Dans le fond, on va faire un genre de tableau, puis ça va jouer en différents rounds. Ouais. Et à chaque round, il y a un golem qui va se faire éliminer. Et il y en a un autre qui va se faire éliminer. Exact. Exactement. Puis là, on va vous expliquer après comment ils se font éliminer. Et à la fin, il n'en reste que 3. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'il n'en reste que 3. Fait que là, on va miser, puis plus tu attends tard pour miser sur le golem qui va se rendre jusqu'à la fin, ben moins ça vaut de points. Ils valent de points. Moins ils valent de points, excusez. Puis Steve, à tous les tours, on va jouer une carte de notre main, puis on va jouer une carte d'une valeur de 0 à 9. Fait que si tu veux qu'un golem reste jusqu'à la fin, souvent tu vas essayer d'augmenter sa valeur pour pas qu'il soit le plus faible, parce que tu veux que le plus fort va rester, mais le plus faible va se faire éliminer. Fait que soit tu vas aller jouer des valeurs faibles sur des golems que tu veux qu'ils soient éliminés parce que les autres joueurs ont misé beaucoup dessus, ou tu vas mettre des cartes de valeur forte sur les golems que toi tu as misé en espérant que les autres vont suivre et ne vont pas l'éliminer. Puis il y a beaucoup de timing dans le jeu, parce que si j'ai une carte 9 pour un golem que je veux pas qu'il se fasse éliminer, puis je veux que tout le monde essaie de le baisser, mais si je joue ma carte trop vite, peut-être qu'un autre joueur va venir le mettre à 0 après, puis là, j'ai plus rien pour empêcher qu'il soit le dernier. Fait que il y a beaucoup de timing, beaucoup de stratégie dans le jeu. C'est un jeu de timing. C'est un jeu-là, c'est vraiment ça. Ouais, puis c'est un jeu take that, hein? Ouais, fait que, tu sais, les gens qui n'aiment pas trop là, se faire ramasser, là, parce que toi, tu mets sur un golem, puis là, les gens voient, là, à un moment donné, tu places des gems, là, des genres de cristaux sur un golem. Ça veut dire que tu as misé dessus. Fait que c'est sûr que le monde s'acharne pour scraper tes mises. Oui, ça, c'est sûr. Exactement. Puis, tu sais,
moi, ces jeux-là, j'aime ça puis j'aime pas ça, Steve, dans le sens où je trouve... Il y a deux styles de jeux que j'aime moins, là, les mises comme ça, où ce que tu vas miser au départ, un peu comme Camelot, hein. Camelot, c'est le même principe. Tu peux miser très, très tôt sur un chameau, puis plus tu mises tôt, plus tu vas faire des points à la fin de la partie. C'est le même principe dans Golem. Plus tu mises tôt sur un Golem, plus, s'il se rend jusqu'au bout, plus tu vas faire de points, parce que c'est 5, 4, 3, 2, 1, les points. Puis moi, ça me fatigue ça, parce qu'il y a un gros facteur de chance là-dedans, entre guillemets. Oui, parce effectivement. que, oui, je vais miser 5 sur lui, mais on commence la game. Je sais même pas comment ça va se passer. Je sais pas s'il y a une chance de se rendre jusqu'à la fin ou pas. Peu importe. Il y a quand même 5 golems, c'est sûr qu'ils ne se rendent pas sur les 8. Exactement. Puis ça me fatigue. Puis l'autre mécanique que j'aime moins, c'est celle où on va tous choisir une place en secret. Puis là, si on est plusieurs à la même place, on se partage le loot. Puis s'il y a une personne qui a été bien chanceuse puis elle s'est ramassée tout seule sur son spot, bien elle ramasse toute la totale dans son lieu, puis c'est bien plus avantageux que les autres. Moi, c'est deux mécaniques que j'aime moins. Mais malgré tout, j'ai pas détesté le jeu parce que, oui, tu as une mise à 5 points, une mise secrète au début qui est faut que tu mises dans la première ligne là, de golem avant que ça descende. Là. Ça, c'est un peu de la chance, mais après ça, il y a un peu de je vais attendre, je mise tout de suite, j'attends. Si j'attends, ça ne vaudra pas beaucoup de points. J'ai quand même pas détesté ce bout-là là, de dire ah, ça. Ouais, puis d'être capable de fermer, parce que dans le fond, à partir du moment que chaque golem a une carte, ça fait la fin du round. Exact. Et là, la plus basse débarque. Fait que là, d'être capable de mettre la dernière carte pour fermer le round, ah, ça, c'est là le timing. Vraiment un bon point, ça, Steve. Puis je vais-tu mettre l'avant-dernière? Fait que là, j'y donne la chance de mettre la dernière. Écoute, c'est un bon point. Ça, j'ai bien aimé ce petit volet-là. Fait qu'il y a vraiment des éléments intéressants dans le jeu. Mais pour moi, l'aspect mise un peu secrète ou au début du jeu qui vaut plus de points, mais que tu n'es pas trop sûr ce que ça va donner, personnellement, m'agace un petit peu, là, mais tu sais, je rejouerais quand même. Les gens qui ne le savent pas aussi, c'est que chaque golem a une habilité. Et si tu as mis des gems, tu es majoritaire en points dans une ligne face à un golem, c'est que là, tu peux activer l'habilité du golem. Fait que des fois, il y a des golems qui ont vraiment des habiletés intéressantes. Ah ouais. Puis c'est d'où l'avantage de mettre des mises puis assez hautes pour pouvoir utiliser un bon golem qui va peut-être te donner le momentum que tu as besoin pour fermer ta ligne. Mais c'est un incitatif à miser tôt. Puis c'est un incitatif à prendre une chance aussi. T'sais. Donc peut-être que tu vas miser tôt pour utiliser les habilités. Puis là, tout le monde va s'acharner sur toi pour fermer ce golem-là. Fait que là, tu vas perdre tes mises parce que tu voulais utiliser les habilités. Fait que il y a une bonne prise de risque, là, puis c'est ça. Puis l'affaire, c'est que tu veux pas trop protéger un golem que, tu veux pas que ça paraisse, tu veux pas que ça paraisse. Ça paraisse, c'est ça. Oh non, moi je l'aime pas tellement, ce golem-là. J'avais une carte. Je vais pas m'user là-dessus. Ben non, je joue à la carte. J'avais juste cette carte. Puis c'est drôle parce que dans la partie qu'on a jouée, ma blonde, Nat, elle avait joué, sur un golem que j'avais misé dessus, tu sais. Puis elle a comme encouragé. Hey, j'ai tout de suite deviné que c'était sa mise secrète. C'était évident. Tu sais pourquoi elle aurait fait ça. Sinon, tu sais, fait que là, après ça, heureusement pour elle, c'était aussi, tu sais, j'avais misé déjà beaucoup. Fait qu'on s'est aidé beaucoup à garder ce golem-là jusqu'à la fin. Puis d'ailleurs, c'est probablement. Mais je l'ai éliminé. Ah, t'as réussi à l'éliminer? À la fin, je l'avais éliminé. Okay. Oui, j'avais éliminé cette ligne-là. À la fin. Mais moi, vous aviez éliminé tous mes golems. J'avais quasiment plus de temps. Ah ouais. Mais écoute, j'ai eu quand même du fun. Je rejouerais. Mais tu sais, c'est un aspect du jeu des mises secrètes là, que j'aime moins. Mais c'est comme Camelot. Dans Camelot, ça m'énerve aussi cette affaire-là de miser très tôt sur un chameau, prendre une grosse chance. Le chameau orange va gagner la game, ça va me valoir, je sais pas, 10 points. Puis là, ben c'est n'importe quoi. Parce que... Mais y a-tu... Là, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Camelot, mais tu fais avancer ton chameau que tu veux qu'il gagne, mais tu fais pas... Y a-tu un take-that dans Camelot? Je me rappelle Non, mais c'est au hasard. C'est les dés qui sortent, là, qui vont arriver sur tel ou tel chameau. Moi, je pense que ça, c'est moins plate que, mettons, 2 joueurs qui s'acharnent pour essayer de te faire baisser un de tes golems. C'est sûr. Là, il y a une petite frustration qui s'installe. Il faut être capable d'en prendre quand ce genre de jeu-là. Ou il faut être assez ratoureux pour pas que ça paraisse que c'est ton golem qui est misé dessus. C'est ça le jeu. Mais écoute, c'est le défi du jeu. C'est un jeu qui a quand même, qui a certains éléments quand même intéressants et différents. J'ai pas détesté. Il est beau, là. Les artworks, il est très, très beau. Pour ça, là, il est magnifique. Nous, on avait la version golem, mais je te dirais même la version régulière est super belle. Là. Les illustrations sont écœurantes. Les esprits de la forêt, je pense, là, dans la version régulière.
Donc, un jeu que ces éléments intéressants à valider, à voir si vous aimez, si c'est votre style de jeu. C'est un jeu qui dure quand même 45-60 minutes. C'est quand même surprenant. Ce n'est pas un petit filler là, de 15, 20, 30 minutes. Préparez-vous. Non, c'est un jeu qui est quand même qui a une durée raisonnable. Oui, exact. Hey Steve, et voilà. Tabarnouche, ça a été vraiment le fun encore une fois de faire ce En Vrac volume 2 là. Je vais commencer à y prendre goût, je commence à trouver ça le fun de jaser comme ça. C'est super le fun. J'espère que vous aimez ça aussi. Oui, puis on veut faire ça vraiment à la bonne franquette, relax, tu sais, puis jaser comme ça, de tout puis de rien. Puis des fois, on parle de jeu, mais allez nous écouter parce que dans des sections, on finit par dévier puis parler d'un sujet complètement par rapport parce qu'il y a quelque chose qui a popé en parlant. Puis là, on se met à parler de type de mécanique de jeu, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Fait que, il y a des choses intéressantes qu'on a dit. On espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites comme d'habitude, donnez-nous notre paye, un petit pouce en l'air, on aime vraiment ça. Abonnez-vous aussi pour être notifié, c'est un anglicisme, ou être averti quand on va déposer des nouvelles vidéos. Puis laissez-nous un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. On aime ça quand on jase, puis que vous nous donnez vos commentaires, vos appréciations. Fait que continuez de faire ça, c'est toujours le fun. Dites-nous c'est quoi les derniers jeux que vous avez joués que vous avez bien aimés, ou peut-être dans la liste des 6 jeux qu'on a discuté aujourd'hui, qu'on a jasé, dites-nous lequel vous intrigue le plus. Ou peut-être même qui pourrait être intéressant, quel sujet vous aimeriez qu'on aborde, comme peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être un prochain En Vrac. Pourquoi pas? Écrivez-nous, on vous lit, on lit tout et on répond à tout. Donc sur ça, ciao tout le monde!